Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intermédiation e-commerce via les marketplaces avec Rakuten qui est arrivé en France au travers du rachat de Price Minister. Rakuten, c'est une marketplace pure player qui fait de l'intermédiation de façon exhaustive. L'idée autour de cet échange est d'apporter des éléments de réponse aux questions: comment les marketplaces s'adaptent-elles aux évolutions des comportements d'achat? Dans quelle mesure les marketplaces influencent-elles les besoins ou les attentes des consommateurs? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Versavo, le PDG de Rakuten en France. Bonjour Fabien, avant d'entrer en détail dans l'histoire de Rakuten, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer dans ce podcast. Donc j'ai le plaisir de diriger Rakuten depuis presque 4 ans maintenant. J'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, dont le dernier est arrivé ce week-end. Ouais, bravo. Merci. et un peu plus maintenant d'une vingtaine d'années de cohabitation avec le digital. En France et dans d'autres pays. Effectivement, c'est ce qu'on voit au travers de ton parcours. C'est une constante, le digital. T'es de quelle formation, toi? T'es plutôt ingénieur, plutôt commercial, littéraire, c'est quoi? Alors moi, j'ai fait une business school classique, un master en management initialement, et j'avais une passion qui était l'automobile. Oui. Alors je sais que c'est moins forcément à la mode aujourd'hui, en 2019, de dire qu'on aime bien la bagnole, mais Ouais, tant pis. bah tu peux le faire ici, moi aussi j'adore. Voilà. Et il y a 20 ans, ça faisait partie des filières incontournables quand on voulait faire du sales, du marketing dans un environnement d'ingénierie, de technologie. Et moi, j'étais destiné, je me passionnais, j'ai toujours d'ailleurs un vif intérêt pour le produit, mais donc j'ai commencé à bosser chez Ford Motor Company en France et en Angleterre, Ouais. où j'ai fait mes premières armes professionnelles. Et en fait, j'ai découvert le digital à cette occasion, et ma passion pour le digital l'a emporté assez rapidement. Là, on est en quelle année à peu près? On est, alors c'était vraiment early stage du web, on est en 1998. Voilà. Et à ce moment-là... Et chez Ford, là, tu fais quoi? Comment tu découvres le digital chez Ford? En fait, après un premier stage en France d'1 an en marketing produit classique, Ouais. il me propose de continuer post-diplôme par un contrat au siège européen à Londres. Et je passe d'un job de marketing produit à un job de marketing digital. Et on lance, à l'occasion du mondial de Paris, donc le salon automobile de Paris, 1998, lancement de Ford Focus, qui est un véhicule majeur dans l'industrie automobile sur un segment prédominant. Donc pour accompagner ce lancement, Ford démarre ou implémente en Europe un service de configurateur de véhicules et de prise de rendez-vous en ligne, ce qui en 1998 était une innovation et le premier du genre en Europe. Et donc destiné au mondial de l'auto de la porte de Versailles, c'est-à-dire tous ceux qui voulaient à cette occasion-là réserver un essai ou programmer une voiture. Enfin, voilà, exactement, configurer leur véhicule avec une vue 3D intérieur-extérieur, tu choisissais la couleur, les options, la finition, etc. Et tu pouvais géolocaliser déjà à l'époque et faire presque du web to store ou du online to offline, prise de rendez-vous avec un concessionnaire pour faire un test drive. 1998, ça existait déjà en Amérique du Nord et Ford importe ce concept en Europe. Ouais. Et moi, je travaillais au siège européen, donc à l'époque à Londres, pour piloter, entre autres. J'imagine que ça a eu un vrai succès, non? Alors, ça a été... alors pour le coup, la pénétration du web à l'époque était quand même naissante. Donc un succès d'estime en termes de volume. En revanche, un super projet en termes de prise de connaissance pour moi. Et surtout un révélateur de ce qui allait me passionner et encore une fois supplanter mon intérêt pour l'industrie automobile. Tu continues un peu, je crois, dans l'industrie automobile après Ford au travers de missions... Pour Renault. Absolument. Ouais. Du coup, quand je rentre en France, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est dans les années 2000 et que la France a évidemment 12-18 mois, le contexte business a 12-18 mois de retard par rapport à l'Angleterre, du point de vue de la maturité du digital. Et j'ai l'occasion de rejoindre une équipe, participer à la création d'ailleurs d'une équipe de conseil en digital, les premières web agencies du marché. Et notamment de travailler pour Renault. Pas que, Perrier Vittel, BNP Paribas et c'était un de tes clients. Mais Renault était un de mes clients principaux. Et c'était rigolo parce que c'était une période où j'avais 25 ans, où on était avec un paperboard en face des comités de direction des groupes du CAC 40. À leur expliquer en gros ce que le web était en train de changer, ce qu'il allait changer
ce qui changeait déjà dans les comportements des consommateurs, ce qu'il allait changer et transformer dans leurs opérations, dans leur manière de faire leur business, et comment est-ce que ce nouveau canal qui était largement méconnu à l'époque allait transformer leur business. Alors certains y croyaient très fort et investissaient très fort, d'autres nous prenaient les choses avec plus de scepticisme. Mais voilà, c'était une époque d'insouciance, Tu as fait ça d'explosion. pendant combien de temps à peu près? Jusqu'à l'éclatement de la bulle, donc fin 2001. Quoi. Ouais. Pour autant, tu restes toujours dans le digital malgré l'explosion de la bulle. Et tu continues toujours dans le conseil en quelque sorte. Comment ça se passe pour la suite? Oui, dans le conseil. Alors, entre 2001 et 2004 en France, 2004-2005, après l'explosion de la bulle, on voit finalement une diminution des investissements et le cash s'oriente beaucoup moins et l'entrepreneuriat s'oriente beaucoup moins vers le digital. Donc du coup, moi, je continue ma carrière dans le consulting parce que j'étais un jeune professionnel, que j'avais envie de continuer à apprendre et que c'est une des meilleures écoles pour pouvoir apprendre à faire son métier de manière efficace. Voilà. Et ensuite, à partir de 2005-2006, à nouveau, les investissements reviennent. Les grands acteurs, les fonds, les grands corporates, les entrepreneurs, les investisseurs se retournent à nouveau vers le digital. Et c'est à ce moment-là que je quitte le monde du conseil pour basculer complètement côté client. Donc là, tu vas chez qui? Donc là, je rejoins une société à l'époque, une société française qui s'appelle leguide.com. Qui est une boîte pour bosser avec la présidente de l'époque, qui était une petite boîte française, un comparateur de prix et de voyage sur un modèle très en vogue à l'époque, qui depuis a été largement réduit à peau de chagrin compte tenu des velléités de Google en la matière. Mais c'était une fonction de la recherche verticale, centrée sur le shopping et le voyage, qui du coup était très utile pour les consommateurs. Là, tu avais une dimension européenne dans ce job, non? Assez rapidement, en fait, l'enjeu, c'était de lever des fonds. Donc, c'était la grande époque des IPO, des premières startups françaises, et d'ouvrir, je crois qu'on a ouvert 14 pays. On a racheté 2 sociétés en Europe et ouvert 14 pays au total. Donc, c'était un petit Erasmus, un précipité du continent européen dans le 10e arrondissement à Paris avec une quinzaine de nationalités pour couvrir tous ces territoires. Et une époque assez formidable. Il y avait de l'argent qui avait été levé quand même. Alors oui, il y avait plusieurs millions d'euros. Alors par rapport aux sommes actuelles, ça paraît dérisoire. Série, mais pour l'époque, c'était important. C'était important. Ça faisait partie des levées les plus conséquentes. Et en termes d'accélération, l'entreprise est passée de 50 collaborateurs à, je crois, 200 en 18 mois. Et là, chez Le Guide, quelle était plus particulièrement ta mission ? Je travaillais avec Corinne Lebovitch, la présidente de l'époque, au développement européen. Voilà. Donc le développement, concrètement, ça veut dire quoi ? Ouvrir des bureaux ? Ça veut dire aller chercher des clients ? Ça veut dire tout ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les deux. Ça veut dire trouver des deals de distribution avec des grands carrefours d'audience, Orange et d'autres notamment à l'époque, dans différents pays. Voilà. Beaucoup de médias, beaucoup de fournisseurs d'accès pour pouvoir augmenter le reach. Et en parallèle, bâtir des équipes qui sont capables d'opérer ces nouveaux pays. Combien de temps tu fais ça ? 4 ans. Pendant 4 ans, tu voyages beaucoup ? Beaucoup, raisonnablement, et surtout dans nos marchés en Europe, Espagne et Allemagne et UK. Qu'est-ce que tu retiens comme expérience concrète que tu as vécue pendant ces 4 ans ? Est-ce que tu as une histoire, un truc un peu croustillant à nous partager ? Croustillant. Non, croustillant, c'est pas le terme, mais quel était le projet qui a nécessité pour toi un investissement fort et pour lequel il y a des résultats dont tu es fier? Je pense que ce qui était complexe, c'était, on n'avait pas vraiment de référence à l'époque, c'était de construire une société européenne. Une société, et pour une boîte française, start-up digitale, dans les années 2005-2006, le fait de l'expansion géographique n'était pas simple. Il y avait des blocages culturels, des blocages réglementaires. Je me rappelle notamment que le rachat d'une société à Berlin, allemande, était assez complexe parce que la réglementation allemande
finalement, dès lors qu'un client, un investisseur étranger prenait possession de cette société, eh bien, il y avait un certain nombre de contraintes, de restrictions qui faisaient que la découverte de l'entreprise et la prise de contrôle de l'entreprise, même si on l'avait rachetée à 100%, n'était pas aussi simple et aussi directe qu'on aurait pu le penser. Ou tel qu'on pouvait le concevoir depuis la France. Et enfin, il y avait évidemment une grosse rivalité avec un autre champion français et européen qui était Kelkoo à l'époque. Et donc, c'était avant que le vocable émerge, mais c'était du gros hacking déjà à l'époque pour le référencement, pour le CRM, pour les négociations avec les partenaires autour de la commercialisation du trafic. Voilà, j'ai appris finalement beaucoup d'éléments qui m'ont servi ensuite. On n'appelait pas ça plateforme, mais finalement, ces shopbots étaient les premières percées dans le monde des plateformes, de l'intermédiation. Bien sûr, je me souviens bien, parce que moi j'ai participé au lancement d'un des premiers en 99 qui s'appelait Buy Central. Voilà, donc je me souviens bien des sujets. Après le guide, tu fais un petit passage, allez, on va dire, à la SNCF. Oui. Petit. Alors, rapide. Ouais. Rapide, SNCF Voyage International, première velléité à l'époque de commercialiser en dehors des activités en France, mais de commercialiser pour toutes les co-entreprises de la SNCF avec l'Angleterre, avec le Benelux. Donc Thalys, Eurostar et tout ça. La volonté de combiner, de créer une plateforme unique. Et puis, comme c'est parfois, souvent, le cas chez SNCF, beaucoup de changements d'organisation, de revirements, de changements de cap, et des organigrammes qui, depuis tout en haut, tout en bas, en quelques jours ou quelques semaines, changent, donc avec des projets qui deviennent d'un seul coup beaucoup moins intéressants. Voilà. C'est ce qui fait que je ne suis pas resté. On n'était pas resté, et donc on ne s'étend pas sur le sujet, et puis tu passes dans un secteur qui n'a rien à voir, puisque tu intègres un groupe de médias, le Figaro Group. Il y a deux grandes étapes, si je comprends bien, ou deux chantiers, ou deux sujets principaux que tu as abordés pendant ton passage au groupe Le Figaro. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu avais à faire, quelle était ta mission d'abord quand tu es arrivé au Figaro ? Bien sûr. Alors en fait, le Figaro est effectivement plus connu pour être un groupe média, mais c'est principalement un groupe qui est extrêmement diversifié, qui a un portefeuille d'activités très très large et qui est probablement, à l'image d'Axel Springer en Allemagne, un des seuls groupes médias européens à avoir massivement investi dès le début dans sa digitalisation. Et il y avait une phrase que les dirigeants du Figaro utilisaient toujours et qui m'a frappé quand je les ai rejoints, qui était « cannibalize yourself ». Et il y avait vraiment cette volonté, cette compréhension darwinienne que leur métier était en train, sinon de se réduire, ou en tout cas de muter fortement, et qu'il fallait non pas essayer de maintenir le status quo et de freiner l'inéluctable, mais d'investir... Là, on parle de la transformation entre le papier et le digital, l'accès au contenu qui change de support. Hein. Exactement. Mais et donc de business model. Dans tout leur métier, pas uniquement le métier de la news, de l'info, mais aussi les différents métiers qui étaient constitutifs d'un groupe média historique, comme les petites annonces classées, par exemple. Le métier de job board. Moi, quand je suis sorti de l'école ou quand j'étais à l'école, je pense que c'était probablement le cas pour toi également. Nous, quand on cherchait des stages ou quand on cherchait des jobs, on achetait l'Express, je sais plus, c'était le mercredi ou le jeudi à l'époque, et puis tu avais un supplément de 50 pages de petites annonces. Et évidemment, pour un média, c'était au cœur du modèle économique. Ça faisait partie des business lines qui ramenaient le cash, qui finançaient les activités médias traditionnelles. Et donc, quand tu regardes en France l'histoire finalement de la transition numérique de toutes ces activités, y compris, et donc pas uniquement celle du média, il y a très peu de groupes qui ont réussi à transférer la valeur du offline vers le online. Et le Figaro, avec Cadre Emploi, Explorimo, tout son pôle Classifieds, notamment, fait partie des champions en Europe. Et ça fait partie également des groupes médias qui a très vite compris que parmi leurs actifs figurait quelque chose d'essentiel qui était la marque et la communauté de lecteurs.
et qu'ils n'étaient pas uniquement un éditeur d'information, mais ils représentaient une marque. Ça, c'est un peu le challenge. Enfin, tu me décris un peu ce qu'était Le Figaro, la philosophie avec laquelle ils abordaient le digital. Tu les rejoins en 2011. Toi, ils te demandent de faire quoi plus précisément ? Alors moi, ils me demandent de m'inscrire dans... Alors, j'étais patron du marketing digital et ils me demandent de m'inscrire au départ, et ils me demandent de m'inscrire dans cette vision-là, qui était une vision qui était très pragmatique, qui était de dire, encore une fois, on n'est pas uniquement un canal de news, mais on a une marque forte, on a une communauté de lecteurs, et on peut stretcher ces assets-là pour leur permettre de générer de nouveaux business. Et donc, c'est un groupe qui appartient à Dassault et qui a une culture intrapreneuriale assez forte. Et donc, tu veux dire que tu as une forme de liberté dans la façon avec laquelle tu allais exécuter la mission qui t'était assignée ? Exactement. Une Par grande quoi liberté. Tu commences alors ? Et donc, on avait à l'époque un enjeu qui était d'embarquer l'organisation et les rédactions, les équipes historiques. Une forme de conduite du changement à opérer ? Alors, c'était pas une forme, c'était une conduite du changement nécessaire, du coup qu'on a accompagné alors, avec l'ensemble des équipes des nouveaux médias. Moi, j'étais qu'une partie de ce rouage-là, pour essayer d'expliciter, de convaincre, de tordre le cou aux idées reçues et de démontrer que... comme dans d'autres industries qui subissaient l'ubérisation ou qui avaient déjà subi l'ubérisation. Une forme de disruption de leur marché. Exactement. Qu'il fallait avoir confiance dans l'innovation technologique, dans l'intrapreneuriat, confiance dans la capacité de la marque du groupe à se réinventer. Voilà. Donc moi, je travaillais sur tous ces sujets-là. Évidemment, ça préfigurait le lancement, notamment sur la partie news, des offres payantes. Le fait de monétiser ton audience d'une manière différente de celle de la publicité traditionnelle, en ayant des partenariats avec des plateformes de voyage, avec des plateformes de retail, voilà, en stretchant encore une fois ta marque et ta communauté. Et puis, assez rapidement, en fait, le groupe Figaro avait investi, ou commençait à investir, dans des assets e-commerce pour compléter son portefeuille. Là, tu fais la liaison avec Tic-et-Tac. Tic-et-Tac, donc bon, c'est assez connu, mais enfin, je vais te laisser quand même nous dire en une phrase la proposition de valeur de Tic-et-Tac. Mais ça vient, on comprend bien quand tu nous l'expliques que ça vient compléter l'offre globale du Figaro, qui n'est pas juste un éditeur de contenu, mais qui va bien au-delà. Donc Tic-et-Tac, t'en prends la responsabilité. Donc dis-nous ce que c'est Tic-et-Tac et après qu'est-ce que tu as fait pendant 2 ou 3 ans à la tête de Tic-et-Tac. En parallèle de mes activités au sein du marketing digital pour le groupe Figaro, en fait, assez rapidement, la direction générale du groupe me demande de prendre la direction générale de cette entité qui est une croissance externe, qui est une entreprise qui a été créée, je crois, en 2013 ou 2014, et qui est une plateforme de ticketing, de loisirs, de spectacles, et qui s'inscrivait parfaitement dans la diversification des business du Figaro, puisque quand je suis une marque média, notamment magazine, et que je produis une quantité très importante de contenu autour des activités culturelles ou voyages, il y a une cohérence en fait. C'est assez naturel d'essayer de faire le lien. Je parlais tout à l'heure de communautés d'utilisateurs qui ne sont pas que des lecteurs et qui sont des consommateurs. Et c'est ça, évidemment, le pari de cette époque-là des investissements. C'est de faire passer les utilisateurs de statut de consommateurs d'information à consommateurs en ligne, de services. Voilà. Et donc Tic-et-Tac s'inscrivait dans cette stratégie. Donc là, tu prends la direction de cette structure qui est rachetée par le Figaro. J'imagine qu'une de tes missions, c'est quand même de faire l'intégration de cette structure au sein du Figaro. Et puis, tu l'as dit, de faire le lien entre peut-être la base client de Tic-et-Tac et puis celle du Figaro, faire un mix entre le contenu historique du groupe Le Figaro et l'offre de services proposée par Tic-et-Tac. En 2016, tu fais un changement, une structure qui est différente. Tu rejoins Rakuten et on va commencer à en parler. Pourquoi je dis que c'est différent ? Même si ça s'inscrit toujours dans le digital et que le niveau de e-commerce est bien renforcé par l'arrivée chez Rakuten, tu rentres dans un groupe qui n'est plus français,
qui est un groupe étranger. On peut imaginer, et en plus de ça, asiatique. Rakuten, tout le monde sait que c'est japonais. Enfin, on connaît le Japon par sa culture très forte. Et justement, parle-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Rakuten en 2016 ? Alors, en fait, Rakuten, pour la petite histoire, on n'a pas parlé, mais il s'avère qu'au sein du groupe Figaro, en parallèle de cette expérience professionnelle, j'avais la volonté, et le Figaro m'a permis de le faire, de faire un MBA. Voilà. Parce que j'observais quand même, après plusieurs années, plus d'une dizaine d'années finalement, d'expérience dans le digital français et européen, j'observais que les mouvements ou les plus fortes dynamiques n'étaient pas forcément en France, en Europe, mais commençaient souvent, parfois, à être plutôt en Asie et évidemment en Amérique du Nord. Voilà. Et ce que je voulais, c'était, valider, me confronter à cette intuition, et deux, finaliser l'accomplissement de ma formation académique et développer la dimension multiculturelle et internationale. Ce qui, pour moi, était nécessaire pour pouvoir entamer la deuxième partie de ma carrière, avec, encore une fois, en tout cas, c'est l'intuition que j'avais, je pense l'avoir confirmé, mais c'est probablement pas une règle absolue, que le digital devenait global. Et que par conséquent, il fallait intégrer cette culture internationale. Et pour ça, le fait de faire un MBA et un training accéléré excellent, que je me permets humblement de recommander à ça a été un game changer, comme on dit en anglais. Ouais, c'est un life changer en tout cas, game changer et life changer, et c'est probablement un mindset changer avant d'être un life changer ou un game changer, à chacun de savoir l'exploiter au mieux. Donc tu fais ça, ce qui explique après en partie la raison pour laquelle tu arrives chez Rakuten. Absolument, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté le groupe Figaro après plus de 4 années, près de 5 années, dans cette entreprise que j'admire beaucoup et qui a un succès important en Europe. Mais j'aspirais à une exposition plus globale. D'accord, donc l'international. Tu arrives chez Rakuten, on comprend la raison. Avant que tu nous dises quelle était ta lettre de mission en arrivant ici, qu'est-ce que tu découvres puisque voilà, on a commencé vaguement à en parler, mais c'est une entreprise qui a une dimension qui est différente de celle du Figaro, internationale, une culture ou un ADN asiatique. Qu'est-ce que tu découvres ? C'est quoi ? Alors, ce qui, pour être très, très franc, fin 2015, quand je commence à discuter avec les dirigeants de Rakuten, je les connais assez mal. Et Rakuten est une marque qui vaguement évoque un acteur digital / e-commerce, mais dans un pays assez distant. Je pense que je sais les situer géographiquement et les contours de leur métier, mais ça va pas au-delà. Et en fait, ce qui vraiment m'intéresse, c'est au travers de ces discussions, c'est la découverte de la société Rakuten, de sa vision, de la manière dont elle détermine sa mission. Et il y a vraiment chez moi une espèce d'adhésion spontanée et très naturelle, à la fois au projet, j'en reparlerai, et à la manière dont ce projet il est réalisé, en plus de répondre à mes critères qui étaient une boîte de tech et une boîte internationale. Et c'est vraiment la confirmation de l'intuition dont je parlais tout à l'heure, que les changements qui sont à l'œuvre sont opérés aujourd'hui par des sociétés qui sont vraiment multiculturelles, des champions mondiaux. Et c'est une formidable chance quand je les rencontre. Quand tu les rencontres, la marque Price Minister existe encore en France. Absolument. Et c'est le porte-étendard de Rakuten en France. Depuis 2 ans, c'est ça, je crois, la marque s'est effacée au profit de celle de Rakuten. Raconte-nous justement, quand tu arrives en 2016, bientôt 4 ans, qu'est-ce qu'on te demande de faire ? Par quoi tu commences ?
quelle est ta feuille de route? Alors, pour finir peut-être de répondre juste à la question précédente et assez rapidement, sur qui est Rakuten, ce que je découvre en discutant avec les Japonais et avec certains acteurs européens il y a 4 ans, un peu plus que 5 ans, c'est un groupe de technologies qui figure parmi les leaders au monde. C'est la troisième, Rakuten, c'est une boîte, c'est la troisième place de marché, le troisième acteur du e-commerce au monde. Encore trop peu de gens le savent en Europe. Après le leader chinois et le leader américain. C'est une boîte de tech qui a été l'inventeur de la place de marché. Le modèle de place de marché a démarré dans le monde en 1997 au Japon. Et si des personnes veulent s'amuser à faire les recherches et à documenter ça, le sujet est généralement assez mal traité dans les médias qui ont tendance à situer le démarrage de l'activité de marketplace plus tardivement dans l'histoire et l'attribuer à d'autres acteurs, mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, évidemment, le groupe a beaucoup changé. C'est 25 000 personnes dans le monde, c'est 140 milliards de dollars de volume d'affaires, c'est, je l'ai dit, la troisième boîte d'e-commerce au monde. Et c'est surtout un portfolio, un écosystème de services hyper diversifié, tel que seules les sociétés du sud-est asiatique savent produire, c'est-à-dire ces grands conglomérats digitaux qui font beaucoup de choses et qui arrivent surtout à connecter ces différents business qu'on ne sait pas faire en Occident. Où généralement les groupes diversifiés ont des fonctionnements en silo. On y reviendra peut-être si oui, si c'est tu le en souhaites. fait vraiment oui, c'est ça, c'est global, à la fois par la géographie et par l'étendue de l'offre de services de Rakuten. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a le paiement qui est abordé, il y a le contenu qui est abordé, il y a l'adtech qui doit être probablement abordé. Absolument. Et puis effectivement, cette intermédiation qui est quand même le cœur du business de Rakuten. Absolument. Et donc en France, Rakuten est entré en France au travers du rachat de Price Minister en 2011 et ensuite a racheté aussi la société Next Performance dans la tech, tu viens de le citer, et une autre entreprise qui s'appelle Aquafadas, aujourd'hui Rakuten Aquafadas, qui est à Montpellier et qui est un app builder, donc une société de technologie pour les applications mobiles et tablettes. Et entre autres choses, évidemment, avec de la croissance externe, avec de la croissance organique, on a aussi grossi sur le marché français. Et pour répondre à ta question, oui, en effet, l'entrée de Rakuten dans l'e-commerce en France, elle s'est faite par le rachat de Price Minister, qui est une marque qui a été profondément scalée et transformée dans son modèle économique pour passer d'une place de marché qui était essentiellement C2C, donc de la vente d'objets de seconde main entre particuliers, à aujourd'hui une des principales marketplaces, dans les 3 plus grandes marketplaces en France, avec majoritairement une activité de B2B2C, donc des vendeurs professionnels qui proviennent de toutes les géographies. Ça, à l'origine, c'était comme ça déjà au Japon? C'était comment au Japon? En fait, Ichiba, qui est le nom de la place de marché de Rakuten au Japon, est 100% B2B2C. Ok, historiquement. Historiquement. Et depuis quelques années, un autre service s'appelle Rakuma et constitue la plateforme C2C de Rakuten au Japon. Pour donner quelques chiffres, c'est assez impressionnant. Ichiba au Japon, c'est l'équivalent, c'est plus de 30 milliards de dollars de volume d'affaires. C'est 100 millions de clients sur 125 millions de Japonais. Donc c'est un modèle qui est très très important avec c'est près de 50 ou 60 services différents qui sont opérés sur le territoire japonais par l'entreprise. Ouais, ça doit être source d'inspiration pour continuer à développer les services dans les autres pays, j'imagine. Et exactement. C'est un laboratoire quelque Et donc part. la réponse à ta question, c'est qu'est-ce qui a fait que pour moi c'était un challenge passionnant. C'était une boîte de tech, c'était un pure player, c'était une plateforme, c'était global. Et en plus, en France, qui était un marché conséquent, c'est le 3e plus gros pays après le Japon, les États-Unis. D'accord. En France, finalement, le modèle Rakuten n'avait pas été implémenté. Pour différentes raisons, jusqu'à 2017, l'entreprise avait vu son positionnement changer. Une partie de la proposition de valeur de Rakuten avait été mise en place, j'en parlais, par le pivot du C2C au B2B2C, mais l'ensemble de la proposition de valeur de Rakuten n'était pas encore installé dans le pays. Et donc, quand je rencontre Rakuten, c'est à la fois le projet global qui me séduit et puis la feuille de route locale
dont on va reparler, qui est ce pivot. Parlons-en justement. Comment tu fais pour déployer, organiser ce pivot, déployer les services additionnels qui peuvent déjà exister dans d'autres pays, entre autres au Japon. Comment tu t'y prends? Quelles sont les équipes qui sont à ta disposition pour y arriver? Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension opérationnelle qui est que finalement Rakuten était plutôt en ordre dispersé en France. Donc on regroupe l'ensemble des BU au sein d'un même bâtiment, dans les mêmes bureaux, pour créer les connexions entre les différentes équipes et commencer à faire en sorte que les gens se rapprochent et collaborent plus spontanément. Ensuite, il y a une dimension managériale, culturelle, qui est que on organise des sessions, des déplacements au Japon, aux États-Unis. On fait voyager les effectifs et les teams françaises. On fait venir aussi des teams japonaises ou américaines pour expliquer la vision de Rakuten, la culture de Rakuten, ses valeurs. Et ça, c'est un élément de changement culturel majeur. Ça devait être un vrai challenge parce que Prime Minister, ça a quand même été construit par des personnes emblématiques de l'écosystème français, avec des personnalités fortes. Combiner à la fois cette culture start-up made in France avec une culture japonaise, t'as dû te remonter les manches de temps en temps. Alors, pas tant que ça, non, finalement, parce que je pense que la majorité des jeunes collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise avaient bien compris qu'on avait changé d'époque et que les recettes du XXe siècle ne s'appliquaient plus forcément, et partageaient mon intuition que finalement la promesse d'évoluer et de construire dans une plateforme internationale correspondait bien aux enjeux et aux mutations du e-commerce actuel. D'accord. Et donc, il fallait rebooter ces pratiques et qu'il y avait beaucoup d'opportunités très positives à organiser la transition vers l'univers Rakuten. Tu as fait venir aussi des équipes de Rakuten en France? Parce que tu as expliqué que les Français étaient là-bas, et les deux ont été faits. Ouais. Et comment ça s'est opéré, ce partage de culture entre la France et le Japon? Alors, ce qui est rigolo, c'est que je pense que les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller au Japon peuvent être marqués par un milieu de ton stupeur et tremblement. Et en l'occurrence, une boîte de tech comme Rakuten, c'est pas du tout ça. Évidemment, c'est pas du tout ça. Rakuten est une des rares entreprises à avoir conduit un projet, un vaste chantier dès 2012, qu'on appelle, c'est même avant 2012 d'ailleurs, d'Englishisation, qui est de convertir la langue de travail de l'entreprise à l'anglais. Cet effort sans précédent, d'ailleurs, fait l'objet dans les MBA, tu vois, à Harvard, tu as des cases qui expliquent comment une entreprise, alors à l'époque, il y avait peut-être 10 000 ou 12 000 collaborateurs, dans le service, une entreprise japonaise s'est convertie en quelques mois et a réussi à installer l'anglais comme langue de travail et comme plateforme à son déploiement international. C'est un effort sans précédent. Donc, pourquoi je mentionne ça ? D'abord parce que je pense que c'est sans équivalent en Europe ou en Amérique du Nord. Et ça démontre la volonté d'ouverture, la volonté d'intégrer une culture, une dimension multiculturelle et de ne pas rester recroquevillé. Et donc ça fonctionne bien, c'est un peu comme dans la cuisine française et japonaise, c'est les deux cuisines qui sont les plus raffinées, les plus sophistiquées au monde. Pourquoi ? Parce qu'elles sont basées et elles partagent énormément de critères et de valeurs communes, des valeurs d'excellence, de créativité et des valeurs de mélange. Voilà. Et donc on réussit assez bien à imbriquer la culture et les valeurs de Rakuten avec les ingrédients nécessaires pour réussir dans l'écosystème tech en France. Et de ce point de vue, ce que Rakuten nous apporte en termes de méthodologie, d'outils de technologie, mais aussi de soft skills, est extraordinaire. Et ça constitue quelque chose qui, je pense, et c'est un chemin qui a été passionnant pour tous les collaborateurs, que de mettre en place
tout ça. On pourra en reparler si tu veux, mais alors c'est pas très télégénique le podcast, mais juste derrière moi, il y a ce qu'on appelle les Rakuten Shugi, qui sont... Parce que pour les auditeurs, il faut savoir que Fabien me reçoit dans ses bureaux Rakuten à Paris, et c'est là où l'enregistrement a lieu. Voilà, et donc effectivement, Rakuten a notamment défini ce qu'on appelle des Rakuten Shugi, qui sont un ensemble de principes qui sont hérités du Kaizen, adaptés à l'environnement de la tech. On retrouve des approches similaires dont on pourra peut-être reparler en Californie, dans les startups ou dans les scale-up, et qui sont basés sur des systèmes de valeurs. C'est plus qu'un playbook, quoi. C'est quelque chose qui irrigue l'ensemble des comportements et de la manière dont on décide notre business. Et après, on pourra, si tu veux, parler aussi de comment ça alimente le positionnement de l'entreprise. Mais là, c'est justement et sa différenciation sur son marché. Bah voilà, c'est le point sur lequel je voulais arriver, c'était le marché. Là, quand tu es arrivé, ta feuille de conduite, ça a été, entre autres, tu nous l'as expliqué, de faire fonctionner les équipes françaises et les équipes japonaises, de faire ce partage de culture. Et maintenant, il faut bien adresser le marché. Il y a le pivot qui se fait du customer to customer vers du B2B2C. Donc ce marché-là, comment tu l'adresses en France ? Quels sont les challenges qui se proposent à toi, qui se présentent à toi, et qu'est-ce que tu fais pour pouvoir y répondre ? En fait, le diagnostic que l'on fait avec le management de Rakuten, c'est que l'e-commerce entre en phase de prématurité, qu'on sort de l'époque des champions purement locaux et et ça a été confirmé depuis, la contribution à l'e-commerce des plateformes va aller grandissant. Aujourd'hui, la dernière étude Internet Retailer, 55% du e-commerce mondial passe par les plateformes. Et donc, on fait très vite le constat que c'est ce modèle-là et dont on dispose déjà Rakuten dans certains pays, c'est ce modèle-là qu'il faut installer en France pour pouvoir proposer aux consommateurs et aux marchands une alternative et écrire un scénario finalement différent de ce qui peut se passer dans certains pays du monde où la concentration des acteurs est déjà très très forte et très très avancée. Voilà. Ce qui est une des raisons pour lesquelles Rakuten se déploie, c'est qu'il représente une alternative. Donc comment on le fait en France ? Au-delà de changer la bannière, parce que passer de Price Minister à Rakuten, basculer le domaine et repeindre la couleur sur la homepage, ça c'est la partie visible par tous du projet. Et c'est évidemment ce qui est le plus simple à réaliser. En revanche, déployer une proposition de valeur vraiment utile, pertinente et différenciante dans ce marché qui est ultra concurrentiel. La France est caractérisée par, je pense, un nombre de marketplaces ou une proposition e-commerce d'intermédiation per capita qui est probablement une des plus élevées au monde. Et alors, ce qui d'ailleurs est plutôt positif parce que le marché est plus ouvert, plus fragmenté que ce qu'il est au UK, par exemple, ou en Allemagne, où, pour citer Amazon, évidemment, sa part de marché est beaucoup plus importante qu'elle est en France. Oui, c'est vrai. Amazon, c'est 50, voire plus % au UK ou en Allemagne. Et en France, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais on est peut-être plutôt autour de 25-30% ou quelque chose comme ça. La dernière étude très intéressante auquel on peut se référer, qui date du mois de juin 2019, qui est faite par Kantar, qui est une étude qui n'est pas basée sur les audiences, mais qui est basée sur un panel de 12 000 acheteurs, donc qui mesure les parts de marché reposant sur des achats. Et donc, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent se référer à ce classement-là. Rakuten est dans le top 10, et effectivement, la part de marché d'Amazon semble à peu près de moitié ce qu'elle peut être en Allemagne en termes de... Donc, un marché qui est fragmenté, ça veut dire c'est très important pour quelqu'un comme Rakuten, parce que ça veut dire que il est liquide beaucoup plus
C'est-à-dire que les acheteurs ne sont pas vissés à un acteur en particulier et qui peuvent être à la fois consommateurs d'Amazon, de Rakuten ou d'autres acteurs. Alors il y a des enjeux de fidélisation derrière, mais ça veut dire que ce n'est pas figé et qu'un acteur dynamique, c'est ce que ça sous-entend en fait, à partir du moment où sa proposition de valeur est bien perçue par le marché, va pouvoir tirer les marrons du feu. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait ce bilan et on s'est dit que ce serait le bon moment de lancer le modèle Rakuten parce qu'il répond précisément à ces deux enjeux qui sont la fidélisation, je vais en reparler, et une plateforme ouverte. Et on va prendre quelques minutes pour détailler ça. Parce que c'est vraiment essentiel. Évidemment, un des ingrédients du succès de Rakuten dans le monde, c'est son programme de feed, c'est le club Rakuten et son système de cashback propriétaire qui s'appelle les Rakuten Super Points. C'est ce qui fait que dans tous les marchés où nous opérons, et particulièrement au départ au Japon, l'entreprise a réussi à créer des niveaux de répétition, de rétention chez les consommateurs qui sont très très au-delà des standards e-commerce que l'on connaît en Occident. Oui, parce que ça c'est tout l'enjeu. Juste pour remettre le repeat business, c'est très favorable à la rentabilité du business puisque une fois qu'on a acquis les clients, on n'a pas besoin de redépenser de l'argent pour les acquérir à nouveau. Exactement. Donc ce que nous avons lancé en France il y a un petit peu plus de 2 ans de manière active, c'est donc le club Rakuten qui n'existait pas, et les Rakuten Super Points. Et aujourd'hui, nous avons un petit peu plus de 2 millions de membres. Ça représente 60% de nos ventes au mois de septembre. Et nous avons redistribué plus de 42 millions d'euros à nos consommateurs, à nos membres, sous la forme de cashback Rakuten Super Points. C'est inédit dans le domaine du e-commerce en France, et c'est probablement un des programmes de feed, si ce n'est le programme de feed leader en la matière. 42 millions, c'est énorme. Combien tu as de membres dans ton club ? 2 millions, un peu plus de 2 millions. Ah oui, aujourd'hui, ça croît. Et ça croît à 2 chiffres tous les mois versus l'année dernière. On a des taux, 25% de ces membres, par exemple, sont Platinum. Ce sont des gens qui achètent en moyenne une fois par semaine. Donc, c'est plus de 50 achats par an sur la plateforme. Ce qui nous permet, en termes de modèle économique, de transitionner d'un schéma classique qu'ont tous les retailers ou toutes les plateformes en Europe et aux États-Unis, qui est majoritairement centré sur l'acquisition, ce qui a fait la fortune de Google, Facebook et Instagram, vers la fidélisation. On investit beaucoup plus en fidélisation qu'en c'est un investissement en fait à long terme, et c'est une stratégie intéressante. Donc là, tu nous parles de la feed. On voit bien la singularité de l'offre de Rakuten par rapport à ça et par rapport à d'autres. L'autre point que tu voulais mentionner, c'était l'ouverture, plateforme ouverte. Ça veut dire quoi ? Même si j'ai des éléments de réponse en tête, mais je te laisse nous les donner, probablement avec les retailers. Ouais, une plateforme ouverte, c'est que aujourd'hui, on voit bien que dans le monde, et encore une fois, c'est pas le cas français ou européen ne donne pas la totalité de l'explication, donc il faut regarder de manière globale. Dans le monde, il y a une polarisation, il y a une espèce de confrontation, un clash entre le new retail, donc des sociétés, des plateformes internet chinoises ou américaines qui se sont autoproclamées du new retail. Le new retail, c'est le concept ou c'est le vocable créé par Jack Ma ou popularisé par Alibaba. Et évidemment, c'est un modèle, le new retail, qui a une vocation qui est de se substituer au retail. Le new retail veut devenir le retail tout court. C'est vieux comme le monde industriel, c'est les nouveaux entrants qui veulent effectivement se substituer aux incumbents. Pour les gens qui ont fait des écoles de commerce, ça parlera à tout le monde. Sauf qu'au départ, l'agenda, il était un peu caché. C'était pas comme ça que ça avait été présenté. Et puis, au fur et à mesure, et depuis 2 ans maintenant, on se rend compte de ce projet, qui est matérialisé par 2 choses. C'est d'abord le fait que ces plateformes viennent du monde digital et achètent des magasins, donc vendent dans le monde physique. Donc aujourd'hui, elles se positionnent pour capter les flux physiques qui restent, qui demeurent l'essentiel, le cœur du modèle économique de tous les retailers legacy au monde.
Et donc là, elles les attaquent sur leur core business. Donc ça fait beaucoup plus mal que la concurrence sur le digital. Et le deuxième élément caractéristique du New Retail, c'est d'être à la fois une plateforme et un retailer. C'est que si je suis Amazon ou si je suis Cdiscount par exemple et d'autres, eh bien, évidemment, je commercialise les produits en tant que retailer. J'ai des entrepôts, j'ai des gammes de produits. Je fais même parfois mes marques propres J'achète du stock et puis que je revends. Absolument. C'est la définition du détaillant, du commerçant, du vendeur. Et à côté, je propose une offre de place de marché avec des vendeurs tiers que je mets en concurrence de mes offres. Voilà. Avec toutes les questions d'équilibre, de traitement équitable, de gestion du modèle économique que ça soulève. Donc ce n'est pas la position de Rakuten. Et Rakuten, depuis sa création en 1997, a une fonction, c'est de faire de l'empowerment. Alors c'est un mot un peu barbare pour des francophones. Pour les Américains, ils comprennent très très bien la portée de ce terme-là. Mais l'empowerment, ça veut dire donner les conditions de la réussite, donner les conditions du succès. C'est ce qui fait que partout dans le monde, Rakuten est uniquement une plateforme et joue un rôle de mise en relation entre de l'offre et de la demande. Tu peux le traduire par ça donne le pouvoir. Ça donne une forme de pouvoir de réussir. C'est un positionnement qui est pur et qui nous permet aujourd'hui de nous rapprocher de nombreuses enseignes partout dans le monde. On a des deals avec Big Camera, avec Walmart, avec Boulanger et d'autres, une dizaine d'enseignes en France. Et qui nous permet finalement de créer des conditions de partenariat, de coopération avec les enseignes, puisque n'étant ni vendeur et n'ayant pas d'activité de magasin, évidemment, nous avons plus d'opportunités à collaborer ensemble que de zones de frottement et de concurrence directe. C'est une différence fondamentale. Si je suis une enseigne aujourd'hui et que je veux développer mes ventes en ligne, évidemment, je suis en confrontation directe avec ces plateformes, mais surtout, lorsque je veux générer du chiffre d'affaires incrémental, tous mes canaux d'acquisition, tous mes canaux marketing me coûtent très très cher. Voilà, les CAC, tout le monde sait que le fameux CAC augmente à 2 chiffres parce qu'il y a une surenchère de la concurrence marketing sur les différents canaux. Une plateforme telle que Rakuten, c'est une opportunité de gérer un chiffre d'affaires incrémental avec un coût marginal, un cost of sale marginal, qui est beaucoup plus compétitif que ce que l'on peut avoir quand on veut activer de la croissance sur des canaux directs classiques. Voilà. Et on peut le faire de manière équilibrée, parce qu'on collabore avec une entreprise japonaise, peut-être j'aurai le temps d'y revenir, mais qui a... C'est toi qui as le temps, Fabien, en fonction de ton emploi du temps. Une entreprise japonaise qui a une notion de temps long, qui est là aussi assez... que j'ai découverte. J'aime bien le temps long, c'est le principe du podcast. Hein. Ouais, le temps long, mais c'est important, le temps long, et puis la volonté d'équilibre. La proximité, le sens du service, le motenashi, donc le concept japonais, le temps long, et une culture qui est une culture de l'innovation et pas de la disruption à tout crin. C'est important dans la société japonaise que de préserver les équilibres. Et on crée des business, mais on ne cherche pas forcément à créer ces business au détriment des business historiques. On crée à chercher des business qui peuvent grandir à côté d'eux, avec, mais pas face. C'est intéressant que tu soulignes ce point parce que ça va m'amener sur la question finale et d'ouverture. Cet équilibre que tu décris, on ne va pas tout casser, on va innover en prenant en compte ce qui existe. C'est une question que je pose à tous les invités qui viennent sur ce podcast. Le commerce du futur, c'est aussi prendre en compte les éléments de transition écologique, ces notions de durable, d'environnement. Comment ce sujet ou ces sujets sont abordés chez Rakuten ? Alors, c'est une question essentielle. Pour ce qui concerne la France, aujourd'hui, quasiment entre 25 et 30% de nos ventes sur la plateforme sont réalisées au travers d'une activité C2C. Donc ça, c'est notre héritage presse ministérien, que l'on cultive et que l'on développe, non pas par idéologie, mais par pragmatisme et par sens de la responsabilité, et aussi parce que nos membres nous le demandent et le plébiscitent. Donc on est aujourd'hui un des plus gros acteurs
dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. On est une des principales plateformes de l'économie circulaire. Et le fait que nous proposions à nos clients, pas uniquement à nos membres, d'acheter des produits, mais aussi de les vendre, permet d'augmenter naturellement le cycle de vie, la durabilité des produits et de faire en sorte que des smartphones, des livres ou des petites robes bleues aient une durée d'usage et de détention qui soit allongée. Donc on est en plein dans un positionnement et une empreinte positive d'une plateforme vis-à-vis des enjeux d'évolution des modes de consommation. Et le deuxième élément caractéristique, qui lui est vraiment très japonais, c'est la responsabilité de l'entreprise. Dans la culture japonaise, une entreprise, elle a évidemment une responsabilité sociale, sociétale importante. Quand on connaît le Japon, on peut mesurer à quel point l'entreprise constitue la colonne vertébrale de la société japonaise. Et donc, ça veut dire que les pratiques en termes d'organisation, lorsqu'on est une entreprise internationale, la manière dont on s'implante dans les marchés, dans les pays dans lesquels on opère, en créant des entreprises stables, en payant ses impôts dans les pays dans lesquels on opère, Petit tacle au GAFA. en recrutant des gens et des collaborateurs. Je crois qu'on a 17 nationalités au sein des équipes de Rakuten en France, et on fait venir énormément de jeunes collaboratrices et collaborateurs d'Europe et hors d'Europe travailler en France et payer des cotisations sociales en France. Donc c'est une notion d'un acteur économique qui contribue de manière positive et engagée à la création de richesses dans les marchés dans lesquels il opère, et qui n'est pas simplement là pour commercialiser des produits jetables de manière non responsable. Voilà, c'est ça les traits, ou ce sont cela les traits de la culture japonaise, et c'est pour ça que Rakuten propose à la fois une expérience à ses membres, à ses collaborateurs, et une mission en tant que plateforme qui est très différente des autres grands groupes internationaux. Bon, alors Rakuten, entreprise citoyenne. Pour le tout dernier mot, comment on peut te suivre, Fabien, sur LinkedIn, Twitter? C'est quoi est-ce que tu as un réseau social de prédilection? J'ai pas de réseau social de prédilection, mais on peut suivre Rakuten sur tous les réseaux sociaux. Et si d'aucuns veulent me suivre plus directement, ils peuvent utiliser tous les canaux classiques. Voilà. Très bien. Bah, écoute, Fabien, merci encore pour la qualité de ces échanges. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et c'est vraiment hyper encourageant pour moi. Merci pour tous les mots que vous me faites parvenir. Pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast, vous êtes presque 60% d'entre vous. Merci de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de faire connaître les Digital Doers. Et puis pour m'envoyer des messages ou des mots, vous pouvez aller sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à très bientôt. Au revoir.